Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas combien sont connectés. Il y avait 800 et quelques inscrits. Bonjour Arnaud, bonjour Alain. Alors, Sophie nous rejoint. Le TGV Lyon-Paris a un petit peu de retard, donc elle va nous rejoindre en bout de table très très vite. Je suis heureux de vous retrouver. Je disais 800 inscrits. On va voir combien de participants. Je profite de ce temps qui me donnait pour vous souhaiter à tous et à vos familles une excellente année 2025. Mais je suis très heureux de vous retrouver, partenaire de jeu, puisqu'on a décidé ensemble de faire ce baromètre 2025 en combinant les réseaux que vous représentez les uns et les autres, CCI France, CCIFI et CCE qui est là-bas. Donc c'est un baromètre qui est un peu particulier parce que 1044 dirigeants dans le monde ont répondu. Et je les remercie d'avoir répondu à ce questionnaire. Alors, on va le redire. Je vais passer la parole pour qu'on vous présente rapidement l'étude, en gros 7-8 minutes sur l'étude, puis un jeu de table ronde, puis on fera passer des questions. Donc, n'hésitez pas sur le fil de faire remonter les questions et je reviendrai là-dessus en dernier moment. Et puis, comme normalement, il y a des gens un peu du monde entier, si vous pouvez, dans le fil, nous dire de quel pays vous êtes, ça nous permettrait après de voir finalement la portée qu'a eu notre étude, qui, je le rappelle, a interrogé à la fois des dirigeants français basés en France et des dirigeants français basés à l'international. Alors, je vais passer la parole à Constance Brochet, qui a porté l'étude pour nous, qui va vous faire cette synthèse. Et puis, on se retrouve, nous tous, sur la table ronde juste après. Constance, à toi la parole. Merci beaucoup Gilles. C'est un plaisir et un honneur de vous partager pour l'édition 2025. Alors chaque année, ça fait plusieurs années qu'on publie ce baromètre et chaque année on donne la tendance en un mot-clé. Alors 2023 on était dans l'expectative, 2024 l'incertitude et 2025 c'est l'année du volontarisme prudent, ce qui nous a amené à caractériser l'année 2025 par ces deux termes clés-là. C'est tout d'abord la question phare qu'on pose à nos dirigeants chaque année, à savoir dans quel état d'esprit ils envisagent l'année 2025. Alors, on en a 86% qui oscillent entre incertitude et confiance, avec une majorité de dirigeants qui se disent incertains, hein, ils sont 41%, mais on en a quand même un dirigeant sur deux qui se déclare neutre, confiant, voire optimiste, donc ce qui nous donne un peu l'envie d'y croire dans un contexte qui est particulièrement incertain. Quand on regarde un petit peu plus précisément les différentes prévisions de nos dirigeants, on leur demande chaque année quelles sont leurs prévisions en termes d'activité, de rentabilité, d'investissement et d'évolution des effectifs. Et donc, on a les moyennes ici et on leur demande leurs prévisions à la fois en France, mais aussi à l'étranger. Ils nous donnent une note de 0 à 10. On est dans des intervalles ici, enfin des moyennes plutôt relativement stables. Hein, et on a d'ailleurs 63% de nos dirigeants qui ont des notes qui sont situées entre 4 et 7, donc plutôt stables. Au-delà, on serait en hausse et en deçà, en baisse. Et on est donc dans un record de stabilité, en fait, hein, pour l'année 2025. Et au regard du contexte qu'on connaît, ça nous laisse voir, quand on creuse un tout petit peu chacun de ces indicateurs-là, des perspectives peut-être pas si pessimistes que ça. On a notamment une légère amélioration en fait des prévisions en France, plus 5,4% par rapport à 2024, et un rebond significatif à l'international avec plus 22%. Quand on regarde même les courbes pour chacun de ces indicateurs-là, alors sans entrer dans les détails, mais vous avez en bleu foncé les courbes à l'étranger et en bleu clair les courbes des prévisions en France. On voit que ça faisait 2 ans que globalement les prévisions sur chacun des indicateurs dégringolaient. Et pour la première fois, on a des courbes qui se stabilisent en France, qui sont même en timide augmentation, mais on a ce plus 5,4% par rapport à l'année dernière. Et puis ce rebond significatif à l'international, on le voit, qui rejoint en fait les prévisions du niveau de 2021-2022. Et c'est ce qui nous fait vraiment dire qu'on a ce volontarisme des dirigeants qui est certes prudent, particulièrement en France, mais qui est là. Et quand on les interroge d'ailleurs sur leurs prévisions à l'étranger, ils sont 34% en fait à envisager de se développer à l'international, et ça monte même à 47% quand il s'agit des dirigeants d'ETI qui sont les plus dynamiques en la matière. Ce qui nous montre quand même une vraie volonté de pouvoir trouver des leviers de développement et de croissance. Dans les géographies qu'ils privilégient pour se développer, ils identifient majoritairement l'Asie Pacifique et l'Europe pour 2 tiers d'entre eux.
même si les États-Unis apparaît comme le pays de compétitivité, hein, il est identifié par un dirigeant sur deux. C'est bien l'Asie-Pacifique et l'Europe qui sont les destinations privilégiées de nos dirigeants français. Alors tout cela est accompagné d'attentes quand même relativement importantes, notamment en matière de souveraineté économique. Nos dirigeants sont assez sensibles à cela. Ils sont 61% à identifier la souveraineté économique comme un enjeu prioritaire. Et ils sont 82% à estimer que les mesures actuelles, que ce soit en France comme en Europe, sont insuffisantes. Quand on les interroge plus spécifiquement sur les facteurs de compétitivité, d'attractivité qui les amèneraient à se développer dans un nouveau pays, on a loin devant le contexte économique qui est vu comme un facteur de compétitivité majeur par 8 dirigeants sur 10 hein, et c'est suivi du contexte juridique et administratif, donc toute la simplification administrative et la sécurité juridique qui est identifiée par 44% des dirigeants également comme un levier de compétitivité important. On notera qu'ils sont seulement 2%, nos dirigeants, à identifier l'accès à l'énergie décarbonée comme un facteur de compétitivité, qui est pourtant un atout de la France. Mais donc, on voit bien que leurs préoccupations sont sur des capacités à intervenir de manière plus immédiate par rapport à leur activité et à leur croissance. On interroge également chaque année nos dirigeants sur les risques et les défis qu'ils identifient pour l'année à venir. Et donc cette année, 74% des dirigeants sont préoccupés par le risque géopolitique et sécuritaire. Ça le place en tête des préoccupations pour 2025. Et c'est quand même 3,4 fois plus important que l'année dernière, alors que les crises géopolitiques qu'on connaît sont pour bon nombre d'entre elles pas si récentes que ça. Et en deuxième position, on retrouve, et depuis plusieurs années, le risque économique qui préoccupe 68% des dirigeants. Il est même en tête de classement pour les PME et il est finalement directement lié au défi majeur qui est identifié de préservation des marges qui préoccupe 73% des dirigeants. Ce qui est intéressant cette année, c'est également de voir l'évolution de l'activité, qui est une préoccupation pour plus d'un dirigeant sur deux. Et donc, on voit qu'ils sont très sensibles aux évolutions du marché et de la consommation. Et ce qui nous fait dire aussi qu'ils s'apprêtent à naviguer dans l'incertitude en fait qu'on connaît et à y faire face et à trouver tous les moyens de se réinventer et d'adapter leur entreprise pour y faire face. Alors évidemment, toutes ces préoccupations-là, elles sont plus immédiates et elles laissent plutôt en second plan, voire en arrière-plan des préoccupations ou des enjeux de transformation de moyen, voire long terme. On voit le risque climatique qui est relégué en avant-dernière position, le défi du numérique et de l'IA qui ne préoccupe que 29% des dirigeants, et même le défi de la transition énergétique pour les entreprises qui est passé du podium à la dernière place en 2025 par rapport à 2024. Donc, ce qui nous laisse voir vraiment ces préoccupations beaucoup plus immédiates pour préserver à très court terme les entreprises dans un contexte assez incertain. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats de ce baromètre en téléchargement sur notre site et puis surtout poursuivre les échanges. Et je redonne donc la parole à la table ronde. Merci. Merci Constance. Alors, on est conscient que beaucoup de chiffres en peu de temps, mais merci de les avoir partagés avec nous. On va rentrer un peu dans le détail. 51% des dirigeants qui se disent net, confiants, optimistes. 34% qui disent on va partir à l'international. 51% d'entre eux qui disent qu'il faut revisiter notre activité. Première question, peut-être Alain, ça t'inspire quoi ce baromètre, ce premier regard sur 1000 dirigeants dans le monde, un peu plus de la moitié en France, les dirigeants français, l'autre à l'étranger, ce regard sur l'année 2025? Moi, je trouve que... Oui, ça y est, non, je pense. Moi, je trouve que je trouve que le titre, l'intitulé de l'année 2025 est très bien choisi, un volontarisme prudent. Ça m'inspire ça. Ça veut dire que je veux bien regarder la bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Il y a une certaine prudence et je crois qu'il faut avoir une certaine vigilance dans les affaires. Après, je trouve que globalement, moi qui ai une vision beaucoup plus nationale et beaucoup plus PME et TPE, donc je trouve qu'on retrouve les mêmes préoccupations. Je crois qu'on a appelé ça et trois petits points, les conditions. D'accord. Et donc on voit bien que ce qui était au premier plan, donc à quelques mois ou quelques années, devient un plan, je veux dire, secondaire par rapport, si vous voulez, aux grands enjeux que nous avons. Voilà. Donc, ce
ce que je vois, c'est que ce baromètre international, même si ce sont des entreprises françaises, est bien plus rassurant que celui que je commenterai après, qui est le baromètre national. Par contre, les préoccupations sont les mêmes. Ça veut dire que, par rapport à ce que je représente, c'est-à-dire en public, ce qui est nos entreprises, ça veut dire qu'il va falloir ne rien lâcher et redoubler d'efforts pour maintenir une économie. Arnaud, premier regard sur 2025 et l'angle d'attaque qui est le tien? Alors, d'abord, je voudrais remercier Eurogroupe Consulting parce que je trouve que cette étude est tout à fait remarquable. Une seconde. Ma chère Sophie, rejoins-nous. Le TGV a eu un peu de retard. On a juste démarré. On t'accueille avec grand plaisir. Arnaud, je t'ai coupé la parole. Branche ton micro si tu veux bien, Sophie. Je te donne la parole juste après. Pardon, Arnaud. Donc, je disais que l'étude me paraît tout à fait remarquable et je voulais remercier Eurogroupe Consulting pour cette étude parce que elle est originale et en même temps, elle nous donne des résultats très intéressants. Pour moi, la première chose très intéressante, c'est la volatilité. C'est complètement extraordinaire de voir que les préoccupations des chefs d'entreprise changent aussi brutalement d'une année à l'autre. Le risque géopolitique est devenu le risque numéro un. Le risque écologique, comme on vient de nous le rappeler, est maintenant mis en dernière position. Il y a un an, on aurait eu l'inverse. Et il y a 2 ans, on aurait certainement eu l'inverse. Donc, on vit dans et c'est ce que reflète cette étude, je pense, dans un système de permacrise où pour un chef d'entreprise, aujourd'hui, il faut savoir évoluer dans un contexte qui va être volatile aujourd'hui, demain et après-demain. Mais donc, dans le cadre de cette volatilité, on voit que les chefs d'entreprise, par la moitié d'entre eux, sont neutres ou positifs. Ce qui est plutôt un bon résultat, puisque je pense que le niveau de volatilité qu'on a atteint est probablement le plus élevé qui soit. Par ailleurs, juste sur le problème écologique, je pense que les feux de Los Angeles, si on refait le sondage dans 8 jours, vont peut-être de nouveau faire modifier l'ordre des priorités. On avait malheureusement Valence quelques semaines avant. Hein, l'étude de mi-novembre, 20 décembre, on a connu un impact à nos portes, non pas que Los Angeles, on ne le regarde pas. Et c'est vrai que ce que tu viens de souligner sur ce déclassement, mais ça rejoint le point d'Alain, hein, court terme, moyen terme, l'ordre des priorités. L'ordre des priorités. Mais enfin, on sait aussi que ce qui se passe aux États-Unis a toujours beaucoup plus d'impact sur le reste du monde. Et là, si Hollywood brûle, ça va devenir le nouveau 9/11. Toujours est-il que je rejoins ce que disait Alain, c'est-à-dire que il faut qu'on aide nos entreprises de plus en plus. Moi, je représente le réseau des chambres de commerce françaises à l'international et on voit que the silver lining dans cette affaire, c'est l'export. C'est donc la moitié des ETI qui disent qu'elles vont exporter dans un nouveau pays. Ce sont l'ensemble des entreprises, pour un tiers d'entre elles, qui regardent l'export. Et je crois que c'est là où il faut qu'on accélère notre effort, c'est aider nos entreprises françaises à aller de plus en plus à l'export, parce que c'est là où il y a de la croissance. Le marché européen, pour le moment, manque de croissance. Sophie, on reprend le fil du tour de table. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints. Mon premier point était note d'ambiance. Quand tu regardes l'étude 2025, ce baromètre qu'on a co-construit, toi, tu as envie d'en tirer quoi? Et en fait, le verre, il est plutôt à moitié plein et pas à moitié vide. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit, mais on croit que nous, les entrepreneurs, on a notre mot à dire, on a notre rôle à jouer. Et je l'ai vu encore cette année dans les réunions avec tous les ambassadeurs, dans la conférence des ambassadeurs lundi et mardi. En fait, les derniers sujets étaient sur la diplomatie économique. On se rend bien compte que sans l'économie, sans nos entreprises, sans nos patrons, il ne va pas se passer grand-chose. Et on a de la chance d'avoir là autour de la table une réunion de tous les patrons français en France et à l'international, avec les chambres de commerce, avec les chambres de commerce internationales et avec nous, les TCE, les conseillers du commerce extérieur. On se rend compte qu'on a vraiment quelque chose à faire. Il faut être positif et il ne faut pas regarder le verre à moitié vide. Alors, Alain, on reprend le fil parce qu'il y a un petit zoom TI France et PME que tu as appelé de ta première intervention. Donc, ce qui se passe sur le territoire, et vous allez voir que même si la moyenne
donc telle que tu l'as décrite, est vue comme un verre à moitié plein. Si je regarde par segmentation de cibles, très décalé et très différent. D'accord. On regarde le moral des TPE et des PME, c'est-à-dire des entrepreneurs de ces tailles-là. Donc on s'aperçoit qu'il est globalement au plus bas par rapport juste un peu plus haut qu'à l'époque on appelait le shutdown de la crise Covid. Et vous savez que les entrepreneurs de TPE et de PME, comme ça d'ailleurs, ils ont donc ce genre de sentiment très agressif. Et donc il y a deux grandes raisons pour ça. Il y a un contexte politique national, il faut le dire, inhabituel, parce qu'on est habitué à ces mouvements gouvernementaux tels qu'on l'a vu aujourd'hui. 3 gouvernements une année, c'est quand même assez extraordinaire. Ça arrive rarement. Après, il y a des tensions géopolitiques, bien sûr, à l'international. Et l'autre raison, c'est les difficultés que l'on retrouve dans cette entreprise. Il y a 3 types de difficultés. Donc, si je prends donc les TPE et les PME, je suis par segmentation, celles qui tirent donc la substance que moi uniquement des territoires nationaux. D'accord. Ils ont un point d'endettement, vous le savez, il faut savoir que les entreprises sont les plus endettées au monde par rapport à notre pays. D'accord. Deuxièmement, la période passée de forte inflation a fait que ces entreprises qui étaient dans un contexte de leur sous-traitants ont dû baisser leurs marges, n'ont pas pu pricer. Et troisièmement, il n'y a pas eu de croissance sur le territoire national. D'accord. Et donc, la conséquence de tout ça, ça a été des défaillances. Vous avez vu, comme moi, des écoutes aujourd'hui, 66 000 entreprises donc, qui ont connu des défaillances en 2024, le record, d'accord, record. Au-delà de 2008, la crise de 2008, évidemment, le pied sur le frein sur les embauches et sur les investissements. Et nous, Chambre de commerce et d'industrie, un afflux significatif d'entreprises qui va être soutenu. Ça, c'était l'analyse par taille d'entreprise. Après, vous avez une analyse sectorielle. Il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. Sur le commerce, on a le secteur du bâtiment, on a le secteur de l'automobile, vous le savez. Donc, hôtellerie, restauration, ça se prend le plus. Si je regarde à la fois la répartition par type d'entreprise et par secteur d'activité, ça veut dire que vous avez à peu près 50% de l'emploi national, donc qui indirectement, du fait de ces catégories d'entreprises, se trouve un petit peu challengé. D'accord. Et donc là-dessus, de notre côté, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les conséquences? C'est bien sûr répondre donc au plus près du besoin des entreprises. Et la première chose qu'ils nous demandent, c'est aidez-nous à faire de l'activité. Je reviens sur les difficultés. On veut plus d'activité. Et après, aidez-nous à faire des savings, à améliorer nos marges. Et bien sûr, dans l'activité, accompagnement international, c'est là-dessus pour qu'on accélère très fort, même pour les TPE-PME. D'accord? D'ailleurs, c'est dit, oui. 47% d'entre eux, il y en a 34 qui disent on veut aller à l'international. L'international, c'est je veux ouvrir un pays. C'est presque plus que simplement faire de l'export. Je veux ouvrir un pays. Et 47%, c'est des ETI qui disent. Donc là, il y a un vrai vivier. Et si on se compare à la Suisse, si on se compare à l'Espagne, si on se compare à l'Italie, c'est d'ailleurs un élan qu'on voulait depuis longtemps. Ça veut dire que l'international, maintenant, relève de 2 axes importants stratégiques pour les entreprises, de la croissance, chercher du revenu, et dérisquer le pays franc. Je crois que tu l'as dit aussi. C'est vrai que notre économie est en panne de croissance. Les autres économies ont des taux de croissance supérieurs aux nôtres. Donc, lorsqu'on va à l'international, on dérisque. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour l'amélioration de notre flux international. Donc, ça veut dire que de notre côté, pour finir, on est obligé on se doit donc de faire évoluer notre accompagnement en ce sens de l'activité, des marges et bien sûr l'accompagnement sur les territoires géographiques. Arnaud, je reviens, 34% qui veulent à l'international, mais pour la première fois, 74% disent risque géopolitique. Oui. On est dans un dispositif qui... Donc et puis, tu l'as évoqué, il y a la notion d'horizon de temps. On est de plus en plus dans une logique, il va falloir composer avec cette stabilité et être opportuniste pour être capable de prendre des marchés. Comment tu lis ça, ce 34, ce 47%, et comment tu lis les zones qui sont mises en avant ou pas? C'est un problème. Alors, sur le 34 et le 47, c'est plutôt positif. C'est que donc, les chefs d'entreprise, comme Alain vient de le dire, se disent qu'ils ont besoin de revenus. Il faut faire grandir la top line, sinon on ne s'en sort pas. Et pour grandir, pour croître, c'est l'international en ce moment qui est plus favorable que juste le marché domestique. Donc le fait que les entreprises réagissent aussi fortement en faveur de l'international est un plus.
Je pense qu'il faut une double action. La première action, c'est quand même sur nos pouvoirs publics français d'exprimer le fait que si on n'est pas compétitif en France, on n'a pas les réserves pour aller à l'international de façon solide. Donc il faut continuer notre effort pour convaincre les pouvoirs publics que nos entreprises sont fragiles. Le nombre de faillites que Alain nous a cité nous le rappelle, que nos entreprises sont fragiles et donc il faut qu'il y ait un effort de lobbying de l'ensemble des acteurs pour convaincre nos dirigeants politiques qu'il n'y a pas de marge de manœuvre en surchargeant les entreprises. Et c'est important puisque le débat est en cours. Donc là, je crois qu'il faut que nous tous, on agisse de ce côté-là. Sur le plan purement entreprise, il faut choisir ses marchés. Alors, dans l'étude, on parle des États-Unis et de l'Asie-Pacifique. Il est clair que le marché américain est le marché favorable parce qu'il y a à la fois la taille et l'innovation. Mais enfin, c'est un marché coûteux. Hein, il faut y aller quand même avec des réserves. Pas aux États-Unis seuls. Les coûts y sont élevés. En revanche, les bénéfices en sont considérables. Et aujourd'hui, il y a un mouvement massif d'investissement européen vers les États-Unis au détriment de l'Europe. Un mouvement massif d'investissement français aux États-Unis au détriment d'investissement en France. Mais je pense que c'est quand même, malgré tout, il faut suivre là où est le marché, et le marché est aux États-Unis. Sur l'Asie-Pacifique, marché en croissance très fort, plus compliqué parce que vous avez une multitude de pays. La Chine, qui était le pays clé, est aujourd'hui devenue beaucoup plus compliquée, donc il faut se tourner vers une multitude d'acteurs. L'Indonésie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, chacun étant un marché différent et quand même relativement limité pour nos exportateurs. Donc l'Asie-Pacifique, il faut y aller, mais c'est un investissement compliqué. Je connais un peu l'Asie-Pacifique puisque j'ai passé 14 ans à Singapour, et donc c'est une stratégie long terme, l'Asie-Pacifique. Enfin, sur le dernier point qui n'est pas mentionné dans l'étude, mais qui pour moi est un vrai souci, c'est le fait que l'Afrique a disparu du côté investissement. Or, elle n'apparaît pas dans le baromètre. Or, pour nous, de façon et géopolitique et je dirais même économique, c'est un enjeu fondamental. Et il faudrait espérer que on ramène l'Afrique dans sur notre baromètre, non seulement pour nous, pour les autres Européens et pour les Occidentaux. Sophie, peut-être en complément sur ce volet poussé à l'international, et puis quand on a échangé sur l'étude, tu me disais, mais nos entreprises sont compétitives, on a une force d'attractivité. Peut-être commenter un peu ça, qui est un asset nécessaire pour aussi aller à l'international. Oui, alors je peux parler de mon cas personnel. Bon, mon cas, c'est la décarbonation. Évidemment, décarboner les entreprises, c'est quelque chose d'indispensable si on veut survivre, en tous les cas en Europe, qui intéresse pas forcément le monde entier. Et pourtant, si on regarde les États-Unis, avec l'IRA, moi j'ai obtenu en moins de 6 semaines 600 millions d'investissements pour décarboner une de mes usines. Je dois vous dire que, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'y vais. Je prends les 500 millions, pardon. Je vais moi-même en mettre la même somme aussi. Et cet investissement-là, malheureusement, je ne vais peut-être pas forcément le mettre en France. Alors, pourquoi je ne le mets pas en France? Et je rêve de le mettre en France. Je ne le mets pas en France parce qu'on est bloqué par des lois européennes qui nous limitent dans le temps, qui nous limitent à 2040. Et on ne peut pas investir dans l'entreprise, dans l'industrie en particulier. On a un temps qui est long. Moi, quand j'investis, c'est un minimum de 100 ans. Donc, je ne vais pas investir 1 milliard d'euros sur 10 ans. Ça, c'est pas possible, c'est pas rentable, c'est pas possible. En revanche, aux États-Unis, on nous propose cet investissement-là, et là, c'est le temps long. Donc, en effet, on a un peu tendance à y aller très rapidement. Moi, ce que je souhaite, c'est que nos politiques se réveillent suffisamment rapidement, changent certaines réglementations européennes, de façon à arrêter de nous plomber en permanence, qu'on nous supprime carrément, qu'on nous supprime, hein, pas qu'on nous rallonge les délais, mais qu'on nous supprime la CS3D, la fameuse loi de vigilance, parce qu'autrement, on ne pourra plus investir à l'international, et puis qu'on raccourcisse certains délais, qu'on aille plus vite dans nos réglementations pour pouvoir aujourd'hui reconstruire des usines. On le voit encore aujourd'hui, on a plus d'usines qui ferment que d'usines qui s'ouvrent aujourd'hui. C'était ce matin un article des Échos. C'est quand même c'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc, on avait la chance d'avoir ce fameux plan France 2030 et c'est pas fini. Moi, j'aimerais bien qu'on en reparle de ce plan et que cet argent soit fléché sur des industries françaises
qu'on puisse se développer. On a besoin d'argent pour se décarboner, mais néanmoins, comme tu l'as dit, Gilles, je pense qu'on est les meilleurs. Les entreprises françaises, on sait vraiment décarboner, on sait s'adapter. Et c'est ce que montre ton étude qui est fort intéressante, c'est qu'il y a un volontarisme qui est prudent, donc on va y aller prudemment, mais il faut nous aider. C'est intéressant, je réagis sur le décarboné. Quand on demande les points, l'énergie décarbonée est dernière. Alors moi, je regarde ça avec un peu de hauteur et je me dis, aujourd'hui, dans les préoccupations des dirigeants, ce qu'ils veulent, c'est une énergie pas chère. Et donc, si l'offre est une énergie pas chère, moins chère, mais pas décarbonée, c'est quelque chose qui est aussi... Regardez, c'est terrible, pardon. Moi, je ne fais que relater ce que 1000 dirigeants ont répondu, mais c'est quand même interpellant de le regarder. Donc, dans les points que tu as évoqués, je voudrais souligner, on a parlé de souveraineté, on y reviendra après, on a parlé aussi de compétitivité. Le premier critère de compétitivité, ça rejoint à ce que vous avez dit, c'est qu'il faut des parts de marché, il faut du business, il faut les gens, nos dirigeants. Le deuxième critère, c'était sécurité juridique cumulée avec simplicité administrative, qui va avec la logique de loi, une loi de réactivité et de vivacité. Peut-être, Alain, pour revenir sur ce cheminement-là, ETI, PME, territoire, sacrifier le court terme versus le moyen terme et l'accompagnement qu'on peut faire, tu peux peut-être là-dessus? Oui, sur l'accompagnement. Moi, je crois qu'il faut bien regarder à court terme quels sont nos leviers. Je sors de Bercy, là, j'étais juste à Bercy, et on parlait de ce qu'on pouvait faire, des quick wins rapides. Parce qu'on a... Alors, nous, ce qu'on recherche, oui, ce qu'on recherche, bien sûr, vous avez compris, c'est donnez-nous du business. Le message est clair. Donnez-nous du business. Et dans certains domaines, si vous voulez, je prends les nouvelles énergies, je prends le nucléaire. Donc, vous savez qu'il y a des entreprises qui recrutent des emplois, c'est 10 000 emplois par EDF, je pense que c'est 10 000 emplois par an à fournir. J'ai des entreprises du nettoyage, etc. C'est faire du matching pour faire en sorte que nos sous-traitants, nos entreprises sous-traitantes trouvent des donneurs d'ordre. Et là, on a une plateforme qui s'appelle CCI Business de mise en relation qu'on déploie au niveau national. D'accord? On publie nos marchés et donc les prestataires, les offres de prestations peuvent y répondre. Point numéro 1, d'accord? Deuxièmement, on le fait bien sûr avec les collectivités, on fait tout ça. Ça, c'est pour l'activité, généralement. Hein. Je ne vais pas vous citer, je ne vais pas être exhaustif. Deuxièmement, les marges, encore une fois, c'est fondamental. Et sur les marges, ben, on travaille, et ça a un impact avec l'environnement, etc., sur les économies d'énergie, de verdissement, mais encore une fois, avec la volonté de faire du court terme. D'accord? Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas de vision à long terme sur le sujet. Je suis désolé, c'est comme ça. On travaille aussi sur de la petite digitalisation sur nos PME. C'est qu'est-ce qui fait qu'on est plus visible? Qu'est-ce qui fait qu'on gère au mieux nos assets, etc. C'est là-dessus qu'on travaille. On parlera peut-être un peu de l'IA. Et puis quelque chose qui ne coûte rien. Mais par contre, qu'on ne sait pas faire chez nous, c'est la simplification. Et donc, globalement, on devrait être annoncé, en tout cas, je le crois, je prends un peu de risque devant vous. On devrait avoir, nous, les chambres de commerce de commerce et d'industrie française, mais associés avec mes collègues, bien sûr, on devrait avoir la mission de faire le test PME, savoir est-ce qu'un dispositif est apte à être mis dans les mains des PME. Je parle des lois, je parle des réglementations. Ça, c'est le court terme. Et puis après, si tu veux bien, si je fais du plus long terme, d'accord, rien n'empêche de faire les deux en même temps, mais si j'essaie de désynchroniser les éléments, donc il faut qu'on, tu l'as dit, Sophie, qu'on continue surtout l'effort de réindustrialisation de notre pays. Parce que je rappelle que les flux à l'exportation qu'on voit dans notre balance du commerce extérieur, pour l'essentiel, on parle de biens. Et si on vend des biens à l'international, il faut les produire et qu'ils soient compétitifs. Il faut produire des biens. Il reste encore des milliards d'euros, donc sur France 2030. Il y a bien sûr de l'innovation. Il y a des exportations. Voilà. Et je crois qu'on s'est beaucoup amélioré. Et on a, il n'y a pas longtemps, avec Arnaud, on a signé une convention entre les CCI France Internationale et les CCI de France, d'accord? Et bien sûr, ne pas oublier de ne rien lâcher sur les transitions. Je finis juste là-dessus. On a un retard extraordinaire sur l'intelligence artificielle. Ça sera ce que j'appelle le French Paradox, mais je reviendrai par tête là-dessus. On a un retard extraordinaire là-dessus. Il faut absolument, si vous voulez, qu'on se refasse. Et n'oublions pas que les produits qui gagneront, ce sont des produits qui auront un carbon score qui sera A. On n'achètera plus que ça. Il faut que petit à petit, on fasse orienter nos entreprises, qu'on les éduque à faire des produits compétitifs d'une part, des produits innovants et des produits décarbonés. Ça, c'est la vision plutôt à moyen long terme.
Arnaud, peut-être en complément, nos entreprises et les atouts qu'on vient d'évoquer, qui sont réels, avec les points d'attention soulignés par Alain, nos entreprises sont prêtes à faire les 34% à l'international. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'elles le fassent et pour jouer ce parallélisme des trois réseaux que vous représentez entre l'appui qu'on peut faire ici, le réceptacle là-bas qui est fait de CCIFI, des CCE, et puis du réseau des entrepreneurs français à l'étranger. Alors, d'abord, il y a une chose que tu as rappelé tout à l'heure, c'est le fait de l'énergie décarbonée. Il se trouve qu'en France, on l'a avec le nucléaire. Et donc, il faudrait une politique en faveur du coût de cette énergie favorable pour les entreprises. C'est ce que l'Allemagne, pour très longtemps, avait fait en favorisant le prix de l'énergie pour les entreprises par rapport aux consommateurs. Mais c'est absolument essentiel. Si on veut réindustrialiser, il faut que le coût de notre énergie soit favorable. Or, il se trouve qu'on en a la capacité, et je crois qu'il faudrait énormément d'efforts pour convaincre l'ensemble des acteurs que c'est le bien public de favoriser les entreprises sur le coût de l'énergie venant de l'atome. Sur l'export, aujourd'hui, on a des capacités fortes. On a un réseau de VIE qui est quand même de très très grande qualité et assez unique à la France. On a tous ces jeunes qui sont maintenant un peu partout dans le monde. Ce réseau est favorable, donc on crée des tas de jeunes qui sont passionnés par l'export, qui sont disponibles pour les PME ici en France, pour les ETI ainsi que pour les grands groupes. Nous en avons dans nos chambres de commerce à travers le monde, dans l'ensemble de nos business centers, et on en a un grand nombre. Il faut continuer cet effort parce que là, l'export, ça passe par la compétitivité en France, l'appétit pour l'export, y aller, un bon produit, mais les hommes. Et on a ces VIE, il faut continuer cet effort, continuer à encourager nos jeunes à partir à l'international pour et aider nos entreprises à exporter. Sophie, complément sur l'international peut-être? Oui, l'export commence en France, je suis d'accord avec toi. Je pense que si on prend les chiffres de l'Italie, quand on voit le nombre d'entreprises exportatrices, quand vous créez une entreprise en Italie, la première chose qu'on vous apprend, c'est à aller à l'export. En France, quand vous créez une entreprise, on vous apprend d'abord à vous développer, à assurer vos arrières financiers et après, vous partez accessoirement à l'export. Je pense qu'on a un gros travail avec les chambres de commerce, avec les CCI, avec les CCIFI, avec cette fameuse Team France Export, à essayer d'inciter nos entreprises à aller beaucoup plus à l'international. Et en particulier, dans des pays assez limitrophes de la France, je pense à l'Espagne, qui est en train de nous prendre pas mal de parts de marché. Je pense à l'Italie qui nous prend des parts de marché depuis très longtemps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est nos ETI. On n'a évidemment pas assez d'ETI, on les favorise pas assez. Et il faut faire plus attention à elles et puis les inciter à aller plus à l'international. Ça, c'est une mission qu'on avait commencé avec le plan Oser l'export. Je pense qu'il faut la continuer, il faut être aidé par notre gouvernement, il faut les favoriser sur différents avantages, solutions qu'on pourrait trouver ensemble. Alors, on a la chance d'avoir un nouveau ministre du Commerce extérieur qui est Laurent Saint-Martin, qui connaît bien l'international, qui était le patron de Business France. Il a très envie de simplifier en effet les choses beaucoup plus rapidement et surtout de mettre à plat, on en a beaucoup parlé entre autres avec le président de la République, ce fameux voir pourquoi le commerce extérieur est aussi déficitaire et de repartir filière par filière plutôt, et de voir qu'est-ce qui pêche dans chaque filière, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer certains produits. Alors, on a l'épée Damoclès avec les États-Unis, avec les taxes, où on est tous très inquiets de voir les taxes, mais ce n'est pas ce qui va nous empêcher de nous développer et d'aller aux États-Unis. On n'aura qu'à mettre une usine aux États-Unis puis se développer des États-Unis. On n'aura pas les taxes comme ça sur l'international. Enfin, ça, c'est du vite dit. Mais je pense qu'on a pas mal de projets à faire ensemble et en parlant plus ensemble dans cette fameuse team avec les chambres de commerce, on peut, les entreprises, avancer plus vite. Moi, j'aimerais dans l'étude, on a aussi posé une question sur la souveraineté et sur le protectionnisme, puisqu'on reviendra peut-être un peu sur Trump ou ce qui va se passer aux États-Unis. Et y a-t-il une compatibilité entre l'idée d'une souveraineté appuyée, d'un protectionnisme, ce qui pourrait apparaître, où est la bonne maille, France-Europe, et versus ce 34% qui veut aller à l'international lui-même, donc qui va se confronter à
quand il y a de la souveraineté d'un côté, il y a de la souveraineté de l'autre. Hein. Comment vous, Alain, peut-être, Arnaud, comment vous voyez ça? Bon, le monde moderne est un monde qui se fragmente. Ça, c'est très clair. Que ce soit en gestion de données, maintenant il faut gérer ces données de façon séparée en Chine, aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde. Donc c'est une réalité. Il va falloir apprendre à vivre avec des droits de douane qui vont augmenter un peu partout, y compris en Europe, sur les produits chinois probablement. Donc on va tous se réadapter, mais je dirais qu'en tant que chef d'entreprise, on passe sa vie à se réadapter, on passe sa vie à se réorganiser. Donc c'est un fait. Je reviens juste sur une chose, c'est sur la déréglementation. Effectivement, le président, lors de son discours aux ambassadeurs, a dit qu'il non seulement il souhaitait faire une pause sur la CSRD et sur les 2 grands textes de réglementation européens, mais qu'il souhaitait revenir en arrière. Et il a même dit qu'il acceptait le fait qu'on avait été imprudent en France en poussant ces textes. C'est une priorité absolue de revenir sur cette réglementation folle qui a été mise en place au niveau de Bruxelles. Et je reviens sur ta question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire au niveau européen, au niveau français et au niveau global? Au niveau européen, il faut donc travailler très très vite à ce retour en arrière en matière de réglementation qui nous met nos entreprises, crée des coûts absurdes dans nos entreprises, et surtout au moment où, par exemple, l'Allemagne n'a pas mis en place la CSRD, alors que nous, on l'a fait. Donc, on est non seulement les premiers à appliquer les textes européens, mais en plus, on fait de la surtransposition. Exemple, les appels d'offres qui sont à 200 000 euros, les appels d'offres publics qui sont à 200 000 euros en Europe et qui sont en France entre 30 et 50 000 euros. Donc, il faut absolument supprimer cette surréglementation et cette mise en place, je dirais, du bon élève de tout texte européen. Très gros travail à faire sur l'export, enfin, bien choisir ses marchés. Il faut, et c'est là où je dirais que ce que disaient Sophie et Alain sur ce team France Export, très important. Je crois qu'un des aspects où on peut aider, c'est le choix du pays d'export. Nous, par exemple, nous avons dans notre chambre de commerce énormément de Français ayant créé des entreprises à l'étranger. Les entreprises françaises de l'étranger, EFE. Et je connais bien, puisque International SOS, on fut à un moment donné une EFE, on a démarré comme une EFE, même si aujourd'hui on est un grand groupe en France. Ces Français de l'étranger sont tous très attachés à la France, presque tous, et peuvent être des fantastiques indicateurs, ainsi que les conseillers du commerce extérieur, pour aider à choisir ces marchés à l'export. Alain, vas-y. Oui, je voudrais rebondir sur souveraineté et protectionnisme. D'accord? Moi, je trouve que ça n'a rien à voir entre les deux, même si on peut faire quelques passerelles ou quelques bridges. La souveraineté, on ne le met pas aux voix. On est obligé d'avoir de la souveraineté dans un pays. On doit se soigner, on doit se protéger, on doit se nourrir. La base. Et ça ne se discute pas. En tout cas, pour moi, ça ne discute pas. Le protectionnisme, c'est autre chose. D'accord? Et il faut juste se protéger. Voilà, se protéger parce qu'on n'est pas des enfants de cœur. On voit ce qui se passe. Les États-Unis ont augmenté leur droit de douane. On ne peut pas être une passoire de notre côté. Et moi, je pense que le protectionnisme pourrait être réglé par un élément qui me paraît important, ou un petit slogan. C'est pas America First, c'est France First. Pourquoi First? C'est pas dire que les autres ne comptent pas. Mais quand j'ai une possibilité et que je peux me la payer, j'achète national. Parce que ce pays ne pourra survivre, ne pourra résister dans son système social, dans son système économique, que si quelque part on consomme nos propres produits. On ne peut pas consommer tous les produits du reste du monde et se dire qu'on va maintenir dans notre pays donc une protection, une sécurité telle qu'on l'a. Donc, ce que j'attends, moi, de mon côté, c'est que sur la souveraineté, on a pris de grandes leçons par rapport au Covid et pendant la crise ukrainienne qui dure. Donc là, on corrige tout de suite et ce n'est pas une option. Et sur le protectionnisme là-dessus, c'est la juste protection. Mais simplement, il faut être un peu patriote. Sur l'Europe, il y a deux éléments sur l'Europe. Bien sûr, la surtransposition, c'est débile, quoi.
Et premièrement, en Europe, il faut qu'on marque de même pas entre les 10 et les différents pays européens. Autrement, ça ne fonctionne pas. D'accord? En termes d'adoption de normes, je parlais de l'Allemagne sur la CSRD et la France qui est première de cordée là-dessus, alors que c'est une catastrophe pour les PME, PMI par effet de bord. D'accord? Donc, je pense que l'Europe, il faut qu'elle soit homogène dans le déploiement des normes. Et donc, je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Ce n'est pas avec 1% des budgets de l'État qu'on peut faire une Europe forte et capable de combattre contre les États-Unis. Je profite d'une chose sur les États-Unis. Depuis que Trump a été pressenti au pouvoir, d'accord, donc ça arrivera le 20 janvier, vous le savez, moi j'ai beaucoup de questions qui arrivent et donc je voudrais vous en parler. Beaucoup de questions de gens qui me disent on va arrêter les projets aux États-Unis parce qu'on va avoir des droits de douane qui vont augmenter. Non, surtout ne faites pas ça. D'accord? Donc, les États-Unis, ça reste un pays extraordinaire en termes d'attractivité, de développement et de croissance. Et donc, il y a des droits de douane. Donc, il y a des moyens de combattre les droits de douane en s'implantant ou en travaillant un peu différemment, d'accord, en fonction des produits qu'on doit exporter et vendre sur le sol américain. Mais surtout, ne prenez pas une décision terrible qui fera en sorte que vous ne pourrez plus retourner aux États-Unis si vous avez laissé tomber le marché. Voilà, je voulais juste dire ce petit point. Oui, je donne la parole, Sophie. Je trouve qu'il y a toujours une difficulté à trouver la bonne maille entre souveraineté de notre hexagone français, souveraineté européenne, pour avoir un marché suffisamment critique à servir, voire une capacité, on peut le dire, dans l'industrie sur plein de sujets. Est-ce qu'on peut avoir autant d'usines automobiles en Europe par rapport au marché européen? Ou est-ce qu'on doit raisonner un peu différemment? Cette maille Europe, cette maille France, cette maille souveraineté, protectionnisme. Sophie, peut-être quelques commentaires. Je pense que les CCE, on est vraiment le reflet de ce que tu dis, à savoir qu'aujourd'hui, pour être CCE, il faut être européen. Il ne faut plus être uniquement français. Il faut raisonner, aujourd'hui, on raisonne qu'en termes européens. Hein. Il nous faut une Europe forte, mais une Europe qui ne nous contraigne pas à exporter ou à importer. Il faut qu'on ait des réglementations chez nous qui soient pas des boulets à traîner toute la journée à nos pieds. C'est ça ce qu'il nous faut. Et pour l'instant, on a une Europe qui nous freine. Et le président l'a clairement dit, il faut faire machine arrière. Alors la CSRD, on ne fera pas machine arrière sur la CSRD parce qu'elle est là, elle a remplacé notre DPEF, donc, et elle n'est pas pénalisante. Alors, pour moi, par exemple, dans mon entreprise, c'est 1200 réglementations supplémentaires que je devrais normalement faire. Mais elles ne sont pas obligatoires, ces réglementations. Donc là, à moi d'en choisir que quelques-unes. Et quand j'interroge mes confrères et les autres entreprises, ils n'en choisissent pas forcément des centaines. C'est vrai, mais je reprends le point d'Arnaud sur un certain nombre d'appels d'offres ou de référencement, et moi je l'ai vu au travers de mon métier. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, mais on a des notations internes qui nous donnent ou une gold medal ou une silver medal. Et à la fin de la fin, c'est un système qui nous pousse à en faire toujours plus et avec un réel impact de fond. Ouais. C'est ça qui est terrible, qui n'est pas forcément le bon rythme. Après, il ne faut pas tout faire. Moi, du coup, comme je suis obligée de faire cette CCRD, et bien du coup, j'arrête le SBTI, j'arrête le CDP, j'arrête toutes ces autres réglementations qui me sont imposées. Il faut aussi faire attention. Ce qui est plus embêtant, c'est cette fameuse CS3D, cette loi de vigilance, qui, elle, va nous imposer sur notre chiffre d'affaires global des impôts à payer. Et c'est là qu'il faut absolument refuser cette réglementation et la supprimer définitivement. Parce que tant qu'on n'est pas imposé à payer quelque chose, c'est vrai que peut-être que les banquiers nous prêteront moins parce qu'on n'aura répondu qu'à 400 critères et pas 500 critères. Mais au moins, on ne sera pas imposé. Tandis que là, avec cette loi vigilante, là, on sera mort. L'ambiance du baromètre 2025 disait un certain nombre de choses, et on sentait quand même qu'il y a 51% de nos collègues dirigeants nets, confiants, 41% qui sont dans cet incertain. Donc, nous, notre boulot, vous, moi, nos collègues, partout là, c'est de basculer les incertains dans du positif et les amener. Alors, on évoque le choc de simplification. J'ai l'impression que j'étais pas né quand on parlait déjà. Et pourtant, il y a un petit moment, on parle des réglementations. Les impôts de production, quand même, il y avait une bonne trajectoire. Enfin, le gouvernement, le président Macron et les gouvernements successifs avaient une certaine logique. Bon, l'enquête a été faite entre le 14 décembre et le 14 novembre et le 20 décembre. 4 décembre, le gouvernement un, le 24 décembre un autre. Et comment on fait? Alors, je ne vais pas dire pour y croire, parce que nous, on y croit. Comment on fait pour être influents, nous tous, nous, les dirigeants, pour amener à la fois à la maille française et à la maille européenne,
un vrai soutien. Moi, je pense qu'il y a des impôts de production sur lesquels il faut continuer. Je pense que les aides, vous parliez du plan 2030, je pense qu'il faut aussi le focaliser peut-être un peu plus sur les ETI, les PME, les territoires, où on va chercher l'emploi. Il ne faut peut-être pas être sur toutes les filières, sur tous les secteurs d'activité. Je pense que de plus en plus, il va falloir apprendre aussi à nos entreprises à travailler ou à œuvrer ou à composer avec l'instabilité et donc être dans des modes réactifs. Et voilà, c'est quoi les sujets sur lesquels finalement dans les discussions, tu parlais de Bercy, tu parlais des rencontres avec le président et les ambassadeurs, c'est quoi les sujets sur lesquels vous sentez que, bon voilà, dans le trimestre qui vient, il y a quand même des choses qui nous amèneront quelque part. Parce qu'il faut les amener quelque part, nos PME, des ETI et des entreprises. Moins d'impôts. C'est le point de Charles. Bon. Aujourd'hui, on a eu un concours d'épines au mois de juillet, au mois d'août. Mais on est toujours. Terrible, hein. Le problème, c'est qu'on est face à une situation extraordinairement compliquée, puisqu'il y a un déficit qu'il faut en partie combler et que pour le combler, on n'arrive pas à trouver des réductions de dépenses et donc on voit des augmentations d'impôts. Et les augmentations d'impôts, c'est plus facile de les faire sur les entreprises et sur les hauts revenus. Et sur les hauts revenus, on risque d'avoir un problème de délocalisation. Et sur les entreprises, on a un problème de désinvestissement en faveur des pays étrangers. Donc, il faut absolument lutter et faire passer ce message que si on veut appauvrir le pays, continuer à ce que le pays glisse dans les classements internationaux, on continue à surimposer nos entreprises. Donc, c'est vraiment pour moi l'élément essentiel. Et puis, par ailleurs, le côté la plus directe sur lequel on doit tous travailler, c'est travailler ensemble. Nous, on a dans les chambres de commerce françaises à l'international 35 000 entreprises, grosso modo 18 000 françaises, 17 000 étrangères qui sont inscrites dans les différentes chambres dans le monde, qui sont toutes des entreprises qui sont intéressées au commerce franco-étranger, par définition. Il faut animer ces entreprises, il faut les étrangères les faire venir en France, les françaises les aider à se développer dans le pays dans lequel elles sont, et enfin attirer les PME et les ETI à venir plus vite dans les pays dans lesquels nous sommes. Donc il y a un travail de terrain dont tu parlais, Alain, au tout début, qui est irremplaçable. Et je pense qu'on est 3 acteurs du terrain. Et c'est ce travail-là, personne ne le fera pour nous. C'est pas au gouvernement de le faire, c'est à nous de le faire. Et de le faire de façon de plus en plus coordonnée, de plus en plus active, faire passer malgré tout ce qu'est un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise doit être par définition optimiste. Il ne faut pas qu'il soit naïf, mais s'il n'est pas optimiste et s'il ne croit pas dans l'avenir, il faut absolument qu'il passe le bâton à quelqu'un d'autre. Et donc notre job, c'est d'investir dans le futur, parce que c'est la seule façon pour nos entreprises de survivre et grandir. Alain. Oui, la recommandation, j'ai 3 recommandations. Premièrement, il faut lâcher les marchés, notamment les marchés publics, et que les entreprises lâchent les investissements. Pour ça, le plus rapidement possible, il faut une loi de finances. Il faut un budget. Si on n'a pas de budget, on aura des difficultés pour les collectivités et pour certaines entreprises de lâcher les marchés. Donc, vite sur un budget, point numéro 1. Deuxièmement, simplifier, j'y crois vraiment. Je crois en tout cas, nous, on a activement participé aux différentes enquêtes. On a quelques points sur lesquels on pourrait très vite s'aligner pour simplifier la vie des entreprises. Et le dernier sujet, parce qu'on l'a oublié, et je reviens à ce que je vous disais, on a les entreprises les plus endettées au monde par rapport à leur PIB, à notre PIB. Et simplement, moi, je le demande, et on me dit que c'est l'Europe, mais j'y crois pas, mais je sais que le gouvernement va repartir là-dessus, en tout cas, j'en ai la certitude, c'est avoir la possibilité d'aménager les PGE. Parce que les PGE, vous le savez, les PGE, quelque part, c'est de la surendettement des entreprises. Et dans des phases de ramp-up et de croissance, je le vois dans l'aéronautique par exemple, cet endettement empêche d'investir et de s'endetter sur des biens de production, de moyens de production, ce qui est catastrophique. Et il faudrait pousser, je parlais avec le président du tribunal de commerce il y a pas plus tard qu'hier, il faudrait pousser à ce que ces PGE rentrent au capital. Parce que quand une entreprise a 1 an de chiffre d'affaires en dette, on peut arriver à l'aider. Mais si elle en a 2, dont 1 an de PGE, là, on n'y arrive pas. Et donc, il faudrait absolument envisager une participation au capital et qui pourrait être tout à fait rentable pour les pouvoirs publics à terme, parce que le jour où l'entreprise est en forme, elle le rembourse, mais où elle a valorisé le capital et on vend les actions. Le temps
Et puis, il reste 23% à rembourser dans les PGE encore. Oui, il y en a encore pas quand mal. même. Alors, on avait évoqué ça, il y a quelques questions qui sont arrivées, on me les a passées au fur et à mesure. Je vous propose d'en prendre trois et de vous les donner avant la conclusion. Sophie, tu as parlé de diplomatie économique, peut-être revenir là-dessus, la remarque qu'on fait d'un point de vue, elle est timorée, pour rester sauf vis-à-vis de pays comme l'Allemagne, par exemple, qui aide beaucoup plus. On en avait parlé, l'AFD, GTZ, quand on voit les fonctionnements. Quel regard tu portes au-delà du point de conclusion du président de la République qui poussait là-dessus? Est-ce qu'on a, allez, je vais dire enfin, ou on aura enfin une diplomatie économique au service, et non pas des corporates, hein, parce que les corporates, ils n'ont pas forcément besoin de cette diplomatie-là, c'est les TPE, c'est les PME qui ont besoin de ce soutien-là. Toi, tu sens que... Oui, j'ai l'impression on a une vraie chance avec une vraie diplomatie économique aujourd'hui. On a des ambassadeurs qui servent la France partout dans le monde. Chaque fois que vous allez les voir, vous êtes très bien accueillis. Ils ont la chance d'avoir des services économiques vraiment très compétents à la hauteur. Ils sont prêts à nous aider et ce qu'on leur a demandé, c'est d'être encore plus présents dans les entreprises, de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller revoir les entreprises parce qu'on leur a dit les entreprises, elles évoluent, elles changent, elles se modernisent, elles décarbonent, elles ont des nouveaux besoins. Donc, il faut connaître leurs nouveaux besoins et peut-être que ces entreprises voudront réinvestir en France aussi. Et peut-être que ces EFE aussi qui sont sur les territoires à l'étranger voudront revenir chez nous parce qu'on a besoin d'attirer les entreprises aujourd'hui en France. L'attractivité telle qu'on la pousse nous, c'est à la fois les investisseurs étrangers, mais c'est aussi les investisseurs français. Tu viens de le souligner. Peut-être Arnaud, puisqu'on parle de la diplomatie, on a parlé des USA et on a parlé. Finalement, je te disais, China plus one, on se désengage, mais la Chine et le protectionnisme de la Chine, la façon dont la Chine évolue, enfin, je veux dire, il ne reste pas sans rien faire. Comment tu vois, et en particulier sur les voitures électriques, sur Internet, comment tu vois? La Chine est absolument remarquable, mais c'est assez logique, hein. Moi, j'ai connu l'Asie depuis très longtemps. On a vu le développement du Japon, qui était devenu un pays industriel extraordinaire avec son apogée en 1990. Ensuite, on a eu la Corée qui a explosé. Maintenant, le revenu moyen par habitant en Corée est supérieur au revenu en France. Taïwan, qui est un pays remarquable et qui domine le marché des puces. Et enfin, la Chine. Et tout ça, c'est les mêmes populations, les mêmes cultures, les mêmes fondamentaux. Donc que la Chine devienne extraordinairement efficace sur le plan industriel, c'est logique parce qu'elle a à la fois les mêmes types de cultures et en même temps une taille gigantesque, donc un marché domestique extraordinaire. Donc la capacité de la Chine à écraser nos marchés est là. Ça, c'est absolument certain. Et quand on se balade à Shenzhen, on est stupéfait par la qualité des usines qu'on voit. C'est extraordinaire. Pas qu'à Shenzhen, d'ailleurs, en Chine. Donc, c'est un concurrent absolument redoutable. Il va falloir travailler avec eux parce qu'ils ne peuvent pas faire sauter nos filières entières comme ils l'ont fait, par exemple, dans le solaire. Mais en même temps, c'est un partenaire irremplaçable parce qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié du manufacturing mondial. Donc, faut vivre avec eux sans aucune naïveté, comme je crois que c'est toi, Alain, qui le rappelait tout à l'heure. C'est un problème majeur parce qu'on n'a jamais connu ça, un pays de cette taille, de cette compétence dans le commerce international. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Je ne les connais pas, mais c'est des solutions à développer, à mettre en place. Une question sur retour sur la France, sur notre territoire, notre hexagone qu'on veut pousser, le France First, comme tu disais tout à l'heure, mon cher Alain. C'est quoi, selon toi, les secteurs d'avenir aujourd'hui? Parce que quand on parle de réindustrialisation, moi j'ai toujours ce mot, une réindustrialisation de rattrapage, ça ne marche pas. Moi je n'y crois pas. Je crois à une réindustrialisation d'avenir. Parce que quand on a délocalisé un certain nombre de produits à l'étranger, les faire revenir. En revanche, recréer une industrie de territoire, de proximité, d'employabilité, qui réglera d'ailleurs d'autres natures de sujets de transport et de distance, ça, j'y crois. Alors, toi, ton regard et la remontée terrain sur les secteurs? Bon, les secteurs d'avenir sont déjà les secteurs sur lesquels on est déjà très fort aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, hein. Donc, on est très fort en France sur l'énergétique et l'énergie. Donc, avec des entreprises comme EDF, qui sont des leaders mondiaux. Vous avez vu que EDF a pulvérisé ses records d'exportation donc en 2024.
Alors, l'EDF, avec des Total, avec des Engie, etc. Ensuite, dans les transports, avec des transports, bien sûr, l'aéronautique, avec la galaxie Airbus. On a les avions les plus compétitifs au monde aujourd'hui. Même si on est sur un consortium européen, vous savez qu'il y a une forte empreinte nationale au niveau d'Airbus. Je ne veux pas oublier donc les transports, la mobilité au sens large, sur lequel il faut y mettre aussi donc tout ce qu'on fait dans le domaine du ferroviaire. Donc avec des entreprises comme Alstom, encore une fois, qui ont donné lieu donc au TGV, vous le savez. Il y a le spatial et la défense, y compris dans les systèmes de défense, sur lesquels, regardez, Dassault Aviation, c'est une entreprise, c'est l'avion le plus technologique, le Rafale, au monde. J'aimerais bien que l'avion européen se signe et que Dassault Aviation soit extrêmement partie prenante sur le sujet. J'ai l'électricité et l'électronique, alors plus l'électricité, avec des entreprises comme Legrand, comme Schneider, qui sont des leaders mondiaux dans leur domaine. On a des systèmes embarqués, qui d'ailleurs peuvent être réutilisés de l'avion au train à la voiture. Et puis, enfin, il y a deux secteurs sur lesquels on est très fort, et donc tu dois savoir mieux que moi de quoi je parle, c'est l'engineering. Dans ce pays, on a une grande force d'engineering. Et puis, n'oubliez pas que dans le software, on a fait de grandes choses. Vous savez que l'intelligence artificielle, pour beaucoup, et j'ai eu l'occasion de commencer une thèse là-dessus il y a plus de 30 ans, pour beaucoup, c'est français. Malheureusement, on a lâché le pied. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des éléments sur lesquels on est déjà très fort et sur lesquels il faut accélérer. Je crois que ce n'est pas la peine de réinventer la cartographie des éléments où on peut progresser. Il faut absolument se baser là-dessus, sur ces grandes technologies, sur ces grands savoir-faire, pour faire de la France un grand pays à rayonnement mondial. Mais nous, Que nous sommes et que nous allons accélérer. Nous, on y croit. Alors, il est 13h58, 57. Il est temps deux. En un mot, Sophie, ton mot de 2025 pour nos amis qui nous écoutent et pour nous, c'est quoi? La capacité à gérer l'imprévisible et à être les meilleurs partout et dans le monde entier. Mais je voudrais quand même revenir juste une seconde sur le fait qu'on est quand même un pays extrêmement attractif. On a eu la reconstruction de Notre-Dame, on a eu les Jeux Olympiques, on a eu les WorldSkills, on a quand même plein de choses chez nous, on est quand même fabuleux. Il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied et il faut se dire qu'on est bon. Et on est bon dans plein de domaines, comme tu l'as dit Alain. On aura aussi des batteries qui arrivent chez nous avec Vercor sur Dunkerque. On a le photovoltaïque qui va revenir dans le sud. On a le lithium avec Imaris qui va arriver. On a plein de nouvelles choses qui arrivent. Il faut être confiant, il faut être optimiste, il faut le voir, le verre à moitié plein. Arnaud, ton mot? Optimisme réaliste, c'est-à-dire on va survivre et on va grandir, mais il faut un travail absolument fondamental pour convaincre ce pays que la résolution de la plupart de nos problèmes passe par l'entreprise. Et on est peut-être au point d'inflexion aujourd'hui où on peut convaincre nos citoyens que l'entreprise est la clé de la résolution d'une partie de nos problèmes. Alain? Moi, ça sera 3 mots, c'est de rien lâcher. Voilà. Et merci pour tout. Alors, moi, j'avais, dans l'interview que j'ai eue dimanche dans la tribune, le slogan avait dit « La France s'accroche ou la France décroche » en 2025. Je crois qu'on vit quand même 3 mois où il y a quelque chose à faire. On a choisi en 2025, et merci à vous tous encore, un volontarisme prudent. Et je reprends ne rien lâcher. Et vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher. Alors, je vous remercie, Sophie, Arnaud, Alain, vos équipes, nos équipes, et à vous tous d'avoir répondu. Et puis, nul doute qu'on prendra d'autres moments dans l'année pour vous solliciter et vous apporter de la matière. C'était un plaisir et je remercie également les équipes d'Eurogroupe Consulting. À très vite, à bientôt. Bonne année 2025 à tous. Merci.